Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, à l'espace de cette émission, nous allons parler justice. Nous allons tenter de passer au crible le système judiciaire haïtien qui est, selon certains observateurs, décrié, moribond. Et pour en parler justement, nous avons avec nous Maître Osner Févry, un avocat de renom qui se passe de présentation. Maître Osner Févry, bonjour et merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Georges-Alain et je salue les auditeurs et les téléspectateurs de Radio-Télé Métropole. C'est un privilège pour nous d'être sur le plateau pour parler de ces grands problèmes qui affectent la justice haïtienne. Éteignez votre téléphone, maître. Merci de le faire. Aujourd'hui, les magistrats, les juges sont en grève. C'est une grève qui paralyse le fonctionnement, le bon fonctionnement du système judiciaire. Et cette grève est d'autant plus importante, considérable, qu'elle affecte donc les 18 juridictions du pays. Il y a une question qui se pose aujourd'hui et une question qui s'impose, pourquoi pas. Qui rendra justice à l'appareil judiciaire aujourd'hui, maître? Ça a été le thème de discours d'un grand avocat devenu ministre dans les années 80, qui rendra justice à la justice. Okay. Malheureusement, ceux qui observent la problématique de la justice en Haïti, ils sont recrutés dans différentes couches de la société. Il y a les observateurs passifs qui critiquent la justice, il y a les acteurs politiques qui critiquent la justice, et il y a les acteurs clés du système judiciaire impliqués dans la justice qui regardent et qui critiquent la justice. Bien entendu, aujourd'hui que des observateurs essaient de regarder à travers les discours, à travers les marches, à travers les écrits de ceux qui parlent de justice, il est très difficile d'établir le distinguo entre les critiques qui mériteraient d'être critiqués et ceux qui critiquent de bonne foi. Parce que, malheureusement, la société haïtienne est en crise, et crise, c'est au pluriel. Et en ce moment-là, tous les secteurs de la vie nationale, toutes les institutions de la vie nationale sont concernées. Et par conséquent, hommes et femmes, jeunes et vieux, de toute catégorie sociale, sont aussi impliqués et affectés plutôt par les effets de ces crises morales, politiques, sociales, économiques et autres. Et il est difficile pour l'homme de science, dans ces grands moments de crise, de parler et de ne pas se retrouver tout seul. Parce que quand ce sont les antinationaux qui donnent le coup d'envoi, ou bien qui est devant de la scène, les patriotes peuvent se taire, ou bien essayer de prendre des positions risquées. Et quand ce sont les nationalistes ou les patriotes qui sont au pouvoir, vous comprenez que l'opposition peut avoir tel rôle suivant le système qui est en cours. Alors, parlant de justice, je théorise trop, la justice haïtienne est malade. Elle est malade parce que le corps social haïtien est malade. Je ne suis pas médecin, mais les médecins que je fréquente et que je connais très bien disent que la fièvre n'est pas une maladie. Alors, à première vue, j'étais étonné, dis non, la fièvre indique qu'il y a une maladie quelque part. Eh bien, c'est la même chose pour la toux. Donc, la justice, quand on essaie de braquer les projecteurs sur la justice, on parle d'une justice corrompue.
on parle de juges corrompus. Mais il n'y aurait pas eu de corruption de la magistrature si le système social, le système politique n'avait conjointement et solidairement favorisé cette corruption. Okay, voilà, nous allons en venir, maître, mais il y a une date qu'on ne peut pas passer sous silence aujourd'hui. C'est le 50e anniversaire de la mort de Che Guevara. Ça vous dit quoi? Vous savez, en tant qu'homme politique également. Non seulement comme homme politique, mais tous ceux qui ont été à l'université et qui ont lu ou approfondi des données en sciences sociales et humaines, et surtout en Sciences Po, quand on parle des années 60, des années 70, on ne peut ne pas être fier de la figure d'hommes comme Patrice Lumumba, Che Guevara, Fidel Castro, etc. etc. Moi, au début des années 70, j'ai écrit ma thèse sur la révolution cubaine, 257 pages, la révolution cubaine et l'évolution des idées en Amérique latine. Et tout un pan de ce mémoire était consacré à la révolution, au rôle de Che Guevara. Aujourd'hui, ça dans la révolution cubaine. La révolution cubaine et l'évolution des idées en Amérique latine, donc le rôle joué par Che Guevara dans la révolution cubaine et au niveau de toute l'Amérique latine. Ça fait 50 ans exactement, les forces antinationales de la Bolivie ont capturé et livré ce révolutionnaire argentin à la CIA américaine et il a été assassiné. Aujourd'hui, ceux qui étaient de gauche, qui sont encore de gauche, des hommes de droite, ont salué la verticalité de ce révolutionnaire. Che Guevara n'était pas un révolutionnaire de salon, comme la plupart de ceux qui parlent et qui théorisent sur ce qu'ils ne comprennent même pas. C'était non seulement un bureaucrate, il était aussi un bureaucrate, il était devenu ministre des Finances, responsable de l'économie cubaine. Mais il était toujours avant-gardiste. C'est ça. Porte-drapeau. Je crois que le mot pour caractériser Che Guevara, c'est de dire qu'il était un patriote internationaliste, marqué par la droiture, marqué par l'intégrité. Ça veut dire qu'il croyait fermement au niveau de sa conscience, au niveau de sa formation et au niveau de sa vision que l'homme pouvait transformer et changer son milieu. Et il l'a démontré, fusil en main, et il est parti. Il est allé en Algérie, il est allé en Afrique, au Congo. Il a été donné l'exemple. Et aujourd'hui, il y a même des Américains racistes, républicains, anticommunistes, anti-gauchistes, qui vous disent que c'était un grand homme. Tout comme Charlemagne Peralt. C'est un Américain qui a rendu le plus beau des témoignages sur Charlemagne Peralt. Il a rencontré notre ambassadeur à Cuba et cet Américain a dit « Monsieur, j'étais en Haïti, j'étais de la Marine Corps, j'ai combattu vos cacos, j'ai combattu vos piquets, j'ai lutté contre les forces qui s'opposaient à notre invasion et à notre occupation de votre pays et j'ai remarqué votre Charlemagne Peralt. C'était le seul homme digne de caractère que j'ai rencontré. Quand nous partirons de votre pays, quand il n'y aura plus d'occupants dans le pays, n'oubliez pas de dresser un monument à l'intention de ce Charlemagne Peralt. C'était venu d'un Américain, un ancien officier de la Marine Corps. Les Américains ont ceci en eux de grandeur, qu'ils sont capables d'apprécier le courage et les valeurs. Oui, la grandeur de l'ennemi. Oui, donc le plus beau discours qu'on ait jamais prononcé en faveur de Salvador Allende venait de Kennedy. Le Chilien, et au Congrès américain. Et hier encore, le colonel ou le général Colin Powell, devant le Congrès américain, quand des sénateurs à courte vue critiquaient la révolution cubaine, et Colin Powell a dit « Attention, messieurs, Castro a donné à manger à son peuple, des soins de santé et une liberté même limitée, mais au moins de la dignité à son peuple. » Donc c'est Colin Powell. Donc Che Guevara a reçu des témoignages, même des Américains conservateurs, qu'il était un grand homme, un grand révolutionnaire. Pas comme nos révolutionnaires de salon qui se limitent au béton et dont la bouche est pleine de vertus révolutionnaires, mais dont les poches, à gauche comme à droite, sont capitalistes et le cœur
quelque part entre la gauche et la droite. Et la droite. Mais pour en finir avec ce sujet, Che Guevara, et dont on célèbre aujourd'hui, on commémore aujourd'hui le 50e anniversaire de la mort, il était qualifié ou encore critiqué par son grand ami, Fidel Castro, d'être trop émotif en tant que révolutionnaire. Bon, écoutez, c'était un conflit interne. C'était quelqu'un qui dévoilait ses coups. Non, c'était un conflit interne au niveau de la vision idéologique des deux grands révolutionnaires. Castro a fini par avoir beaucoup plus d'expérience dans la lutte révolutionnaire que Che Guevara, mais Che Guevara était plus pressé. N'oubliez pas que Che Guevara était argentin. Oui. Écoutez, Che Guevara était internationaliste. Il a aidé à libérer Cuba, mais Che Guevara savait qu'un pays comme la Bolivie et la Colombie, son propre pays, et le Brésil, ces pays-là étaient minés par la corruption et le militarisme dominait. Donc il était pressé, après avoir libéré Cuba, de voir aussi la libération d'autres pays de l'Amérique latine. C'était comme une révolution permanente qu'il voulait? Bon, la révolution permanente, mais aussi de voir concrètement d'autres Cuba. C'était comme Dessalines. Après avoir libéré Haïti, Dessalines donnait des armes à tous ceux qui, révolutionnaires, luttaient pour la liberté et voulaient l'abolition de l'esclavage. Mais attention, Dessalines disait qu'il faut d'abord consolider cet acquis qu'est l'indépendance nationale. Dessalines est le père du panaméricanisme. Et contrairement... C'est pas Pétion? Mais c'est pas Pétion du tout. Le premier homme à avoir posé cet acte au niveau de tout le continent, c'est Dessalines lorsqu'il a reçu Miranda. Pétion va suivre la méthode dessalinienne pour recevoir à Jacmel Bolivar. Mais c'était déjà la méthode Dessalines que Pétion a appliquée. Miranda, déçu après ses pertes, est venu en Haïti et il a dit à Dessalines, consultant Dessalines comme leader politique révolutionnaire et militaire, que faire pour libérer l'Amérique latine? Et Dessalines lui dit, quelle est votre méthode? Et Miranda de répondre, écoutez, je veux faire des conférences, aller en Espagne, je veux aller à Madrid, et puis prononcer devant la société sur la libération, etc. Il dit, écoutez, monsieur Miranda, vous voulez vraiment libérer votre pays? Il dit oui. Il dit, écoutez bien, votre méthode a été utilisée par un grand homme chez nous, Toussaint Louverture. Il voulait avoir des conférences, aller à Paris, discuter, faire une constitution, ça n'a rien donné. Il dit, alors que faire? Et Miranda a attendu cette réponse de Dessalines. Pour libérer votre peuple, coupez tête, Boulekaï. Il dit, quoi? Coupez tête, Boulekaï. C'était la méthode dessalinienne enseignée à Miranda que Pétion, par la suite, va reprendre. C'était la méthode révolutionnaire haïtienne, et Pétion va le répéter. Mais comme les écrivains qui nous donnent l'histoire d'Haïti étaient les cousins de Pétion et parents de Boyer, ils nous rapportent que Pétion, c'est le panaméricanisme. Le panaméricanisme haïtien s'appelle Jean-Jacques Dessalines, comme la Cour de cassation. Dernièrement, j'ai vu une sorte de simagrée. Les gens disent que Pétion avait fondé la Cour de cassation, mais c'était Dessalines. La Cour de cassation remonte à Dessalines avec la Constitution de 1805. Et ensuite, il donne au Parlement, tout est à Pétion. Écoutez bien, c'est une façon... La Cour aura 200 ans en octobre. Mais c'est justement pas vrai. Ça remonte à Jean-Jacques Dessalines. Non, mais la Cour aura 200 ans ce mois d'octobre. Oui, d'accord, mais écoutez, je parle surtout de cette cérémonie que les gens de la Cour voulaient organiser pour parler de la Cour de cassation. Il va y avoir des lois qui réglementent le fonctionnement de l'institution. C'est-à-dire, on est dans l'anachronisme pur? Pas dans l'anachronisme, dans le mensonge, dans la manipulation historique. Okay. C'est une sorte de confiscation historique. C'est comme pour le code civil Boyer. Ce sont les lois prises par Dessalines que Pétion et Boyer ont compilées pour former le code civil. Mais les premières lois prises par l'État haïtien, les lois révolutionnaires prises par Jean-Jacques Dessalines, ont été par la suite copiées, plagiées pour former le code civil, le code d'instruction criminelle et autres. Et on donne la paternité tantôt à Boyer, tantôt à Pétion, l'obscurantiste Boyer. Ok, c'est tout un débat, maître. Venons-en à notre sujet, la justice. Qui est la justice. Aujourd'hui, il y a les magistrats qui sont entrés en grève. On croit savoir que dans
la loi portant statut de la magistrature, les magistrats, les juges n'ont pas le droit d'entrer en grève, de faire la grève. Avant de donner mon opinion là-dessus, je suis ici surtout pour 3 raisons, Georges Alain. La première, c'est donner acte à mon bâtonnier, maître Stanley Gaston, qui aurait dû être avec nous. De ses dires et déclarations à l'occasion de la réouverture des tribunaux, le 1er lundi d'octobre dernier. Maître Stanley Gaston a parlé, les avocats, le monde entier, le pays ont entendu Maître Gaston, et nous aussi, au niveau de l'OPAM, qui est l'ordre professionnel des avocats militants des barreaux d'Haïti, avec des avocats inclus dans les 18 juridictions du pays, nous aussi avons donné acte à Maître Gaston de ces déclarations, et aussi, pour l'appuyer, appuyer Maître Gaston, donner notre accord aux déclarations de Maître Gaston, appuyer le Conseil de l'ordre et les avocats de la République. Particulièrement aussi ceux de la Croix des Bouquets, où le bâtonnier avait fait de telles déclarations, des déclarations semblables à celles de Maître Gaston. La deuxième raison, c'est que je voudrais aussi faire des déclarations complémentaires à celles de Maître Gaston, ajouter des commentaires, ou en d'autres termes, continuer en élargissant les points de vue critiques de Maître Gaston. La troisième raison, c'est pour présenter des excuses. Je dis bien, des excuses. Ça peut étonner, je n'ai pas fait de déclaration, et voilà que je dois présenter des excuses. Car les juges de la Cour d'appel de Port-au-Prince, offusqués, ont signé une résolution disant qu'ils n'acceptent pas de dossier des avocats du barreau de Port-au-Prince tant que Maître Gaston n'aura pas donné la liste des avocats, des magistrats corrompus qu'il a dénoncé. Et ou bien présenter des excuses. Et aussi présenter des excuses. Alors j'avance Maître Gaston comme aîné. Maître Gaston est mon bâtonnier, mais je suis dans la profession son aîné. Je crois que je présente au nom des avocats de toute la République, au nom de Maître Gaston du barreau de Port-au-Prince, même si je n'ai pas la procuration écrite pour le faire, mais moralement, si vous détenez un mandat pour le faire. Je crois que je dis à certains avocats, de par le droit d'aînesse dont je jouis au sein de la corporation, je détiens une procuration non écrite pour assurer la défense de certains principes. Donc je présente des excuses, attention, aux avocats très peu nombreux qui sont honnêtes dans la République. C'est pour ces 3 points, surtout, que je voulais faire une mise au point. Donner acte à Maître Gaston de ses déclarations, l'appuyer. Ensuite, compléter ces déclarations pour l'étendre à d'autres secteurs non visés, non ciblés par Maître Gaston, car la corruption n'est pas une simple infraction privée, c'est une infraction publique à caractère pluriel qui implique corruption et un acte, une somme sur laquelle porte cette corruption. Et ensuite, pour présenter des excuses aux magistrats honnêtes de la République et qui, du Cap haïtien au CAI, en passant par Jérémy Port-de-Paix, déploient des efforts extraordinaires sur eux-mêmes et sur leur public incompris et qui ne les comprend pas pour qu'ils restent et demeurent des juges intègres et droits. On ne peut pas les mettre dans le même sac, dans le même panier, comme on pense que Maître Gaston l'aurait fait. Et pour la grève, vous ne direz pas un mot sur la grève des magistrats, parce que ça, c'est un problème social. Qui en font les frais, ce sont les justiciables quand les tribunaux ne fonctionnent pas, quand les magistrats sont en grève. Ça devrait vous interpeller. Je suis interpellé par les mesures de grève prises par les ouvriers et les greffiers, les huissiers de Port-au-Prince et les magistrats. J'ai entendu un confrère que je respecte et dont je respecte les points de vue aussi, dire que la grève est autorisée par la Constitution et même les policiers peuvent déclencher la grève. Lorsqu'il y a une gouvernance démocratique, où les leaders assument leur rôle, leur fonction de leadership dans la société, la grève est interdite dans l'administration publique, particulièrement au niveau des activités ou des secteurs stratégiques comme la sécurité, la défense, la justice et même
pour la diplomatie et l'éducation et la santé. Écoutez, permettre que la grève paralyse l'administration publique, mais c'est mettre en question le fonctionnement de l'État. Donc, les visions gauchisantes de certains syndicalistes qui disent que la Constitution accorde le droit de grève oublient que ce pays a existé avant 1987 et que même après 1987, il y a eu des lois. C'est comme si ces messieurs, chaque matin en 2017, inventent des lois pour réglementer la République. Alors, du train que ça va, les juges sont en grève sans aucun avertissement, les huissiers et greffiers sont en grève. Demain, je ne serais pas étonné d'apprendre que BIP et puis BIM et Simo Udmo sont en grève. Écoutez, ces grèves sont commanditées. Je suis un avocat plaideur. Ça veut dire que je ne suis pas un juriste d'un bureau ou d'un juriste consultant qui donne des avis, des recommandations à des personnes ou à des institutions. Je suis un plaideur. Ce que les Américains appellent trial lawyer. Je suis un avocat qui plaide. Je connais le système. J'ai le privilège et l'honneur de plaider dans les 18 juridictions du pays. Ce privilège ne s'étend pas à tous les avocats. Je plaide à Port-de-Paix, au Gonaïves, Jacmel. Les avocats du cabinet Février préparent actuellement un livret sur une vingtaine de cas qui choquent les consciences nationales. J'ai donc une pratique vécue de ce que nous appelons le système judiciaire national. Quand vous entendez que des greffiers, huissiers, à partir de Port-au-Prince, déclenchent la grève, les avocats sérieux rient. Quelle plaisanterie! Parfois de pauvres gars qui travaillent à la dure, effectivement, qui n'ont pas les moyens de subsistance nécessaires, c'est vrai, mais qui ne peuvent même pas entrer en communication avec les autres confrères du barreau de Port-au-Prince ou de la juridiction de Port-au-Prince, et les voilà un matin avoir une telle capacité de mobilisation qu'ils sont en mesure de parler aux greffiers, aux huissiers qui sont dans les 18 juridictions de la République, aux 170 communes du pays. C'est inconcevable. Il y a des mains cachées qui commanditent ces grèves. Et immédiatement après... Et là revient encore le concept de corruption. Mais ce n'est pas seulement la corruption. Il y a la politisation du système. Et les greffiers ne sont donc pas seuls. Il y a des mains cachées. Quelles sont ces mains? À quelle fin? Des mains politiques. Oui, à quelle fin? Justement, est-ce qu'il y a une analyse? Commanditer une grève de huissiers, de greffiers, de magistrats, et politiser le système à quelle fin? Georges Alain, il y a un ministre de la Justice, ou plutôt il y a un ministère de la Justice, où des cadres étaient supposés présenter déjà un dossier sur la grève. Quel est ce dossier? Quand des greffiers, des huissiers, bientôt des juges déclarent la grève, mais il y a une situation qui exige que dans les 48 heures, un rapport soit soumis au ministre qui explique la provenance de cette grève. Pourquoi cette grève? Qui sont les acteurs? Et à partir de quoi ils déclenchent la grève? Quelle est cette association qui détient suffisamment de force, de capacité? Même des partis politiques implantés dans ce pays depuis 30 ans n'ont pas la capacité de faire ce que ces greffiers font aujourd'hui en Haïti. Et comme quoi nous serions des imbéciles, ou bien nous serions des idiots, pour ne pas comprendre qu'il y a non seulement des mains puissantes, cachées, à propos desquelles on peut établir des hypothèses. Qui? Des mains politiques. Qui? Des mains économiques. Qui? Des mains sociales. Oui, la qui? cible. Des mains la cible, c'est qui exactement ou quoi? Justement, quand on prend les greffiers huissiers, puis on touche les magistrats, bientôt on va toucher la police. Et après, c'est l'administration publique. Entre-temps, les gens sont dans la rue. Donc, nous autres qui sommes analystes politiques, nous prenons les choses au sérieux avec le départ de la MINUSTAH, mais qui reste avec un changement de nom. Nous sommes avocats. Nous savons que quand une entreprise a bénéficié pendant 10 ans d'exemption fiscale, à la fin des 10 ans, nous recommandons un changement de dénomination.
nous changeons le nom de la compagnie pour nos clients. Et ainsi, la nouvelle compagnie bénéficie des mêmes prérogatives, des mêmes exemptions fiscales pour 10 nouvelles années. La MINUSTAH a été pendant 13 ans ici. La Russie, la Chine et les États-Unis sont fatigués de voir une violation si flagrante de la charte de l'ONU, du droit international et de toutes les constitutions haïtiennes, demandent que la MINUSTAH s'en aille. Eh bien, ils trouvent une sorte de subterfuge. Oui, la MINUSTAH part, mais la MINUSTAH reste. À travers la MINUJUST. La MINUSTAH reste sous un autre nom, une nouvelle dénomination. Ça se fait chaque jour en droit, particulièrement dans le domaine du droit commercial. Et aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que la MINUSTAH est partie. Effectivement, où sont les armes? Et les entrepôts? Et les bases? Qui est-ce qui les occupe maintenant avec ce départ? Vous êtes maintenant des soldats? Non. Des policiers? Non. Et qui a maintenant les armes de la MINUSTAH? Et la MINUJUP? Quel type de munitions ils vont avoir à leur portée? Et c'est une mission de justice. Vous n'avez pas vu, Georges Alain, au moment où l'on parle de la mission MINUSTAH qui devient MINUJUP, j'ai apprécié les déclarations du sénateur Yuri Latortue. Il a dit c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Mais est-ce que c'est un lapsus? Vous dites mini-jupe? Mini-juste. Ouais, parce que bon, la rue dit aussi... Nous préférons mini-jupe. Dit aussi... C'est une mini-jupe. Il y avait la robe MINUSTAH. Maintenant, il y a une mini-jupe, mais c'est le même corps qui est toujours couvert. Donc, la mini-jupe reste. Mais vous avez vu la coïncidence? Au même moment, en quelques semaines, le gouvernement a envoyé le résultat des travaux des 14 ans de la MINUSTAH au Parlement, un nouveau code pénal, un nouveau code d'instruction criminelle. C'est encore la justice qui travaille. Les Français, pour consolider l'esclavage dans ce pays, pendant que les Noirs et les mulâtres réclamaient des droits au nom de la Convention, au nom des principes de la Révolution française, ils avaient inventé, au XIXe siècle, le code noir. Le code noir, c'était un ensemble de dispositions juridiques pour légitimer l'esclavage. Donc, il y a un tas d'acquis aujourd'hui. Un tas d'acquis de la MINUSTAH. La MINUSTAH a sa radio, la MINUSTAH voulait avoir sa station de télévision, la MINUSTAH est partout dans l'administration publique, et tout à l'heure nous allons toucher. Et il y a une fois un ministre dont j'étais conseiller disait, écoutez, nous avons 3 voitures, malheureusement conseiller, alors à moi, on ne peut pas vous acheter une voiture maintenant, mais on va penser à la MINUSTAH qui va nous envoyer 3 voitures. Il me dit, moi, au SNER février, le Dessalinien, monter dans une voiture, donner un cadeau ou acheter de la MINUSTAH, je dis, monsieur, jamais. Non, je n'ai pas besoin de voiture. Mais combien d'Osner février vont donner cette réponse? Les voitures sont envoyées aux juges par les forces d'occupation. Il y a des juges qui sont sur les feuilles de paie de la MINUSTAH, forces d'occupation, ou bien des ONG, ou bien des institutions de justice. Et pour revenir à notre première raison, ou premier motif, Georges Alain, permettez que je les souligne pour arriver à décortiquer le problème de la justice. Alors, tout ceci va se faire dans le cadre de la seconde partie de l'émission, parce que nous sommes arrivés à la fin de la première. Oui. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Métropole. Notre invité ce matin, Maître Osner Février. Nous parlons de la justice. Nous essayons de passer au crible le système judiciaire haïtien. Ne quittez pas. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité, Maître Osner Février, il est encore avec nous. Maître, on va longuement parler du discours, pour le moins pamphlétaire, que le bâtonnier de l'Ordre des avocats a prononcé le 10 septembre. C'était en octobre. C'était en octobre. Le 10 octobre. Le premier lundi du mois d'octobre à la réouverture des tribunaux. Merci. Donc, il a dit dans ce discours qu'il a fait un constat implacable, nous citons, que la justice haïtienne fait figure de caricature et ne contribue pas, point, au progrès de la société. Est-ce le même constat de votre côté?
Je disais d'abord, la première raison, c'est que je dois donner acte au bâtonnier de ses dires, de ses déclarations, de son discours. C'est un discours né d'un positionnement très courageux de la part du bâtonnier. Prendre position publique devant le président de la République, des ministres et de la communauté internationale et critiquer la justice de son pays, écoutez, c'est un acte courageux. Nous félicitons le bâtonnier et nous présentons aussi nos compliments à tous les membres du Conseil de l'Ordre et à tous les avocats qui ont appuyé Maître Gaston. Il a fallu beaucoup de réflexion pour écrire ce discours, s'armer de courage pour le prononcer. Pour le prononcer. Nous l'avons lu et nous répétons encore, nous l'appuyons. Mais nous avons compris que le bâtonnier prend la justice comme étant l'affaire des seuls magistrats. Je crois que là, il faut ce petit bémol. Et c'est à la deuxième raison, nous ajoutons que ce n'est pas la justice en soi qui est malade. La justice, le terme peut prêter à équivoque, pour voir uniquement les magistrats comme on l'a fait. C'est tout le système judiciaire national qui est malade. Et le système est en putréfaction. À commencer par le CSPJ. Le CSPJ en soi est une imposture. Le CSPJ, c'est une imposture. Vous dites imposture? C'est une imposture. C'est l'œuvre grotesque de certains citoyens de bonne foi liés à un Français qui voulait inventer en Haïti un système pour aider les Haïtiens, et puis on a donné au peuple haïtien, aux justiciables haïtiens, ce monstre qu'est CSPJ, qui ne fonctionne pas, qui ne fait absolument rien pour la justice. Non, mais revenons sur le rôle du Conseil. C'est justement un nom. D'administrer. C'est un nom qu'on a donné avec les mêmes hommes, ayant les mêmes vieilles habitudes, et pour répéter le bâtonnier, qui sont nés du même processus de corruption, de toute la corruption du système. Si je ne me trompe, je crois que le CSPJ a 5 ans, depuis pas son installation, mais l'installation de ses membres. Ok, d'accord. Le CSPJ a 5 ans, cela dit, depuis 5 ans, le Conseil ne fait rien de trop important, de trop grand pour la justice. Je répète ce que le bâtonnier aurait dû ajouter. Le CSPJ n'a rien fait pour la justice. Le CSPJ n'a rien fait pour institutionnaliser la capacité, la compétence et le bon fonctionnement de l'état de droit. Vous voyez les hommes ou l'institution en soi? Je vois et l'institution et les hommes. Et c'est là le plus grand danger, Georges Allen. Ils se confondent. Je vous donne un simple exemple. Il y a un juge du nom de Jérôme qui est au CAI. Un homme a gagné à la loterie, il gagne 500 000 goudes, et ce Jérôme, le juge Faugas, très connu dans la ville, juge d'instruction, il appelle et il reçoit l'argent. Il donne à son greffier 500 000 $, ça moins. Et finalement, un cabinet d'avocats demande la restitution de l'argent à celui qui a gagné. Le juge, depuis 3 ans, gagne l'argent. Et ce juge rend la justice, le juge Faugas de la ville de Caille. Jérôme, que fait le CSPJ? Ah, vous comprenez, il est protégé par un autre représentant du même CSPJ de la ville d'Écaille. Laissons le CSPJ. C'est un cadavre qu'il fallait déjà enterrer. Martelly l'avait compris, parce qu'à côté de Martelly, il y avait une équipe d'avocats plaideurs, d'avocats militants. La famille Maillard-Paul et les autres, ils avaient demandé non. Ils avaient dit non. Mais les pressions politiques aidant, les ambassades aidant, voulant prouver que la ministre a fait un travail grâce à ses 14 ans pour ce monsieur canadien devenu ministre d'Haïti qui a préparé ce travail en induisant en erreur des sénateurs et des hommes de loi, on a produit cet enfant qui est un monstre qu'on appelle CSPJ. La loi créant le CSPJ aurait dû être depuis longtemps rapatriée et avoir un corps d'hommes sains au sein du CSPJ pour réglementer la justice. Donc, nous étions au CSPJ. Du CSPJ, si nous prenons le citoyen, le simple citoyen qui n'est pas imbu de ses droits, nous allons vers la police. Nous passons au niveau des juges de paix, au parquet. Et puis, nous nous arrêtons un instant au niveau des barreaux.
avant de toucher les magistrats. C'est tout le système qui est malade et tous les acteurs du système devraient être pris en compte par ce discours courageux de M. le bâtonnier. Quand donc on pointe du doigt uniquement les magistrats en passant sous silence ou bien par une simple phrase parler des autres, on a dit la vérité, mais on n'a pas dit toute la vérité. Le système est malade parce que la tête est pourrie. Il n'y a pas un système. Maintenant, il réclame du budget. On est dans la rue pour soutenir le CSPJ. Le CSPJ est un accroc à la bonne justice. Le CSPJ en soi ne fonctionne pas. Et s'il y a 2 ou 3 hommes honnêtes au sein de ce CSPJ, mais écoutez, les autres ne comprennent même pas pourquoi ils sont là, sinon pour réclamer un chèque, voiture, et demander des allocations budgétaires, etc., plus grandes. Maintenant, au niveau de la police, disons le citoyen. Le citoyen haïtien ne comprend même pas parfois pourquoi il est dans la rue. On n'enseigne pas l'histoire d'Haïti dans les écoles, donc nos citoyens souffrent de déficit d'éducation civique. Il ne sait pas qu'il a des droits avant la police. La police, aucun acte de corruption pendant ces dernières années, aucun acte de kidnapping n'a jamais été commis sans qu'on ait trouvé un proche de la victime et un policier. Ce sont ces 2 éléments constants que l'on retrouve dans tous les cas de kidnapping. Il y a aussi la corruption. Allez voir les demeures, les résidences somptuaires de nos commissaires de police, de nos simples inspecteurs de police. La corruption abonde. Quand on arrête à l'aéroport des gens avec $1 million, vous n'avez jamais entendu les procès de ces gens arrêtés à l'aéroport avec la drogue saisie et les millions de dollars américains qui deviennent 1 million de goudes et pour arriver au tribunal devient 5 000 goudes. Écoutez bien, la corruption est aussi au niveau de la police. On laisse la police, maintenant on touche les juges de paix. Je connais un juge de paix qui a 15 ans au même poste depuis 20 ans. Personne n'ose le toucher ou le déplacer. Et pourtant, il y a une loi sur les transfèrements des magistrats. Il y a un autre. Il se plaît à montrer aux avocats ces 3 Audi, ces Mercedes, et dans la cour, il faut marcher 15 minutes avant de voir la résidence. Mais il n'a jamais été touché. Et un matin, quand on voulait un peu toucher, égratigner ce magistrat, il est transféré à un autre poste. Oui, laissons la justice de paix. C'est la faute à qui, là? Attendez, je n'ai pas encore fini avec le tableau. Quand on laisse les juges de paix, on va maintenant au parquet. Mais écoutez bien, à un certain moment, il y avait 3 parquetiers à Port-au-Prince qui faisaient le travail. Maintenant, on a 37 et le travail n'est pas fait. 37. Et donc, là, le bâtonnier dénonce la paresse de tout le monde. Mais surtout, il fallait... des avocats, des magistrats. Non, il fallait aller à la source, voir les nominations de complaisance. Il y a des nominations de complaisance qui se font avec des gens incompétents, professionnellement incompétents, paresseux, qui sont dans le système. Et maintenant, quand on a fini de voir le parquet, où il y a nullité et incompétence, absence de formation académique, il faut aller maintenant au barreau. Le barreau de Maître Févry, le barreau de Stanley Gaston, le barreau de Gervais Charles. Il faut aller au barreau. Il n'y a plus de racketteurs au barreau, dans les barreaux, qu'il y a d'avocats. Et nous avons des porteurs de toge, qui sont, pour la plupart, de préférence, des coquins à cravate. Donc, dites là qu'au sein du barreau, le barreau regorge de corrompus également? Je dis, il y a beaucoup plus de corrompus dans les barreaux qu'il y en a dans la magistrature, qu'il y en a au niveau de la police, des juges de paix, et au niveau des groupes qui se disent défenseurs des droits humains. Voilà encore une autre plaie. Des défenseurs de droits humains sans formation, qui auraient dû être formés et qui se donnent la vocation de former sans toucher les ONG qui ont des programmes de justice et qui prennent des étudiants en droit pour être directeurs de leur programme juridique. Et notre barreau, avec son école de barreau, qui n'est prévue dans aucun texte de loi sur le fonctionnement des barreaux, nous faisons fonctionner une école et ce sont les forces d'occupation qui donnent du financement à cette institution. Le barreau qui critique la magistrature, mais notre barreau reçoit des subventions sous forme de balles. Et alors les avocats qui critiquent disent, écoutez bien,
tous les avocats, avant de critiquer les magistrats, doivent savoir qu'ils dansent très bien leur bal. Bureau d'assistance judiciaire, bureau d'assistance légale. Qui finance ça? La MINUSTA. Qu'est-ce que la MINUSTA? Une force d'occupation. Voilà donc une force d'occupation militaire, policière, qui est implantée dans mon pays, qui viole les droits constitutionnels et légaux du peuple haïtien et qui finance des organisations de droits humains. Je me rappelle avoir été en prison et puis un type vient avec son badge. Bonjour, je suis de la MINUSTA. Foutez-vous dehors. Foutez-vous dehors. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes venu faire dans ma cellule. Qui êtes-vous? Je suis aussi des Nations Unies. Il me dit alors, si vous êtes des Nations Unies, mais ne parlez jamais de la MINUSTA. La MINUSTA est une force d'occupation qui viole les droits humains. Vous ne pouvez pas venir sous couvert de droits humains, venir me parler, etc. Voilà donc nos avocats, notre barreau, reçoit des subventions sous forme d'assistance légale. Quel argent on peut recevoir de celui qui a violé ma mère, ma femme, ma soeur, et puis vous me dites que, oui, le type a dit qu'il laisse là quelque chose pour vous aider à manger. Attention, le peuple qui aime sa liberté, un pays comme Haïti, qui a aboli l'esclavage, ce n'est pas la France, Haïti, un pays qui a aboli l'esclavage, qui a dit non à l'esclavage et à la colonisation, qui a fait la 3e révolution la plus grande du monde, n'aurait pas dû recevoir de subventions des forces d'occupation sous quelque prétexte que ce soit. Et troisièmement, je disais que je suis venu aussi pour présenter des excuses. Alors, juste avant les excuses, est-ce que vous ne critiquez pas de manière indirecte les propos tenus par Maître Stanley Gaston quand vous dites que le barreau de Port-au-Prince reçoit des subventions? Est-ce que cela ne voudrait pas dire que le bâtonnier n'était pas la bouche qu'il faut pour dénoncer aussi vertement? Non, non. Maître Stanley Gaston, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, c'est notre bouche légale. Non, mais le barreau aussi reçoit oui, mais notre bouche des subventions, comme vous le dites. Oui, mais notre bouche légale, c'est le bâtonnier. Il critique. Et puis, la posture du barreau peut ne pas être la posture du nationaliste que je suis. Et puis, au barreau, nous sommes très tolérants. La tolérance est la règle d'or. Vous recevez d'une main ce que vous critiquez de l'autre? Non. Si j'étais en position pour décider, je n'accepterais pas. Mais si le barreau a décidé de créer une école en dehors de toute loi, écoutez, qu'est-ce que j'ai à dire? Je ne suis qu'un simple avocat. Je conteste et j'utilise l'arme de la langue, l'arme de la bouche. Parce que nous sommes, en tant qu'avocats, des hommes de parole. Je critique. Je dis, monsieur le bâtonnier, quelle est la loi qui a créé cette école qui demande maintenant qu'un homme, qu'une jeune fille, qu'un jeune garçon pour s'inscrire à cette école doit payer telle somme d'argent? Quand? D'accord? Nous n'avons pas critiqué non plus les écoles de droit qui pullulent avec des professeurs qui méritent d'être recyclés. Les avocats aujourd'hui ne parlent ni la langue première maternelle, ni l'autre langue. Nous avons 2 langues officielles. Nous avons des avocats qui ne parlent ni l'une ni l'autre. Ils demandent maintenant le créole et nous savons avec quel créole. Il y a des avocats qui plaident en créole maintenant. Ma génération est écœurée. À l'époque de ma génération, des Goug, où lorsqu'on était avocat, on était homme de lettres, homme de parole, on venait au barreau pour apprendre. Je plaidais mon premier procès, je venais avec 10 livres. Le commissaire de gouvernement vient avec 12 le lendemain matin pour dire « Ah, février, j'ai des livres ». Beaucoup plus nouveaux, des livres plus nouveaux que les anciens bouquins auxquels vous faites allusion. C'était une compétition intellectuelle. Aujourd'hui, les avocats ne plaident pas en utilisant la langue. Le prestige du métier? Non, la profession est dans la rue. Voilà pourquoi nous avons voté Gaston. Il a dit qu'il va enlever la profession d'avocat de la rue. Malheureusement, elle est toujours restée dans la rue. Et la corruption qui gangrène le système judiciaire touche aussi nos barreaux sous une forme un petit peu plus nuancée. Les juges reçoivent des subventions des ambassades à travers leurs organisations non gouvernementales. Quand le ministère ne veut pas donner la JIP, il y a une ONG qui donne la JIP. Donc la magistrature doit être effectivement critiquée. Mais les avocats aussi doivent être critiqués parce que dans leur recherche de moyens pour faire fonctionner les barreaux, ils violent des règles d'or. N'oublie pas, Georges Alain, dans les moments les plus difficiles de notre histoire,
on a toujours trouvé, dans l'histoire d'Haïti, d'abord, les élèves, les écoles et les professeurs, dans les rues, dans leurs revendications, dans leurs cahiers de charges. Immédiatement après, c'était les journalistes. Et parfois les journalistes avant. Avec les journalistes d'abord en première ligne. Dans les écrits, il n'y avait pas la radio très connue, mais plus tard la radio, et ensuite la télévision. Donc les journalistes. Et en troisième lieu, c'était les avocats. Donc les étudiants, élèves et professeurs, les journalistes des médias et les avocats. Il n'y avait pas à l'époque la société civile. On aurait pu parler de la société civile, mais c'était ces hommes-là. Aujourd'hui, ces hommes se taisent, ou quand ils prennent la parole, c'est pour toucher un seul pan de la réalité. Et en touchant un seul pan de la réalité, on crée des frustrations, comme c'est arrivé avec les juges de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Et parlant des avocats maîtres, on voit que dans son discours, le bâtonnier a critiqué le fait pour des magistrats d'être des salariés pratiquement de certains avocats. Oui, mais je dis... Et là, rendre la justice paraît très difficile. Le système est si corrompu que chaque avocat cherche à avoir son petit juge. Et chaque juge veut avoir son cabinet d'avocats. Vous êtes avocat, c'est votre cas, non? Non, mais écoutez bien, c'est pas... Est-ce que vous avez des magistrats qui travaillent pour vous, qui sont vos salariés? La question est trop directe. On n'a pas de juge à notre disposition, mais on est obligé d'être gentil avec tout le monde parce que parfois, ce n'est pas le droit qui prime. Ce n'est pas les principes juridiques qui sont respectés en fonction desquels vous allez gagner votre procès. Votre audace, votre notoriété, ça va compter. Bien sûr, je suis maître Hausner-Févry, j'ai une certaine notoriété, même une notoriété certaine que d'autres confrères n'ont pas. J'ai une certaine expérience qu'ils n'ont pas, et même une expérience professionnelle qu'ils n'ont pas. J'ai une formation pluridisciplinaire qu'ils n'ont pas et qui les limite. Mais je constate le désavantage qu'ils peuvent avoir sur le terrain. Et je défends un client, je demande que l'affaire soit plaidée devant le doyen comme juge des libertés, mais le client va avoir un avocat qu'il a rencontré sous un arbre dans la cour du bicentenaire, et le client m'appelle, dit « Maître, ça fait 3 mois, vous n'avez pas pu libérer, mais hier soir, j'ai rencontré quelqu'un dans la cour, je lui ai donné 5 000 $, le client est libéré. » Dit « Comment ?» Mais oui, il m'a fait voir juge un tel, et puis le client est libéré. Donc, les avocats qui respectent les principes souffrent de cette corruption. Maintenant, je disais, Georges Alain, permettez que je les soutienne quand même. À travers tout ce tableau noir, Maître Gaston, avec courage, en dénonçant la corruption au niveau de la justice, particulièrement au niveau de la magistrature, a omis de camper les rares magistrats honnêtes de ce pays. Écoutez, dites ce que vous voulez. Quand on va à la cour d'appel, il y a le président de la cour d'appel qui s'appelle M. Lebrun, le juge Joseph Lebrun. Dites ce que vous voulez. Et vous allez voir Nora, une femme de courage. Vous allez voir Eddie Daran. Mais comment mêler le nom de Lebrun, de Nora, de Eddie Daran avec les petits juges corrompus, sans scrupules, qui sont dans le système un peu partout dans le pays? Comment parler de ce système et dire, mais il y a Bernard Saint-Ville, il y a aussi un autre juge au CAI qui s'appelle Jacques Pierre, il y a Cardichon au Gonaïve. Comment mêler dans la corruption de la magistrature les noms de ces gens intègres et droits du système avec les corrompus qu'il fallait jeter, projeter bien loin du système. Donc, je dis, au nom du bâtonnier, au nom du Conseil de l'Ordre, au nom de l'OPAM, l'Ordre professionnel des avocats des barreaux d'Haïti, au nom de tous les plaideurs, moi, Hausner-Févry, détenteur d'une procuration non écrite pour prendre des principes en tant que dessalinière et mandarin national, je présente humblement des excuses à certains juges, et particulièrement les juges honnêtes de la République. Vous êtes des juges honnêtes, restez honnêtes, demeurez intègres, demeurez des juges droits, refusez les subventions des ambassades et des ONG, acceptez votre paix comme ce juge du Kenya, du Nigeria. Ce juge de Nigeria, qui était le président qui a annulé les élections au Nigeria, et Bakala, ce juge, a reçu dans son compte 5 millions d'euros
Ça fait près de 5 500 000 $ américains. Et il est allé voir le banquier pour dire, monsieur, qui a déposé cet argent dans mon compte? Retournez cet argent à son propriétaire. Dites-lui que ma paix me suffit. Voilà un juge, il fallait avoir des bacala ici, dans ce pays. Et il y a un juge, Maître Goug m'en a parlé, j'ai plaidé devant lui, son nom Tomasini. Ce juge à la cour d'appel est une référence pour les magistrats. Je plaide devant le juge et il me dit, vous avez fait allusion à quel livre, Maître? Gao, laissez-moi voir, Gao. C'est quelle page? Il prend mon livre, il dit, mais non, ça c'est le tome 4. Vous n'avez pas encore consulté le tome 5, Maître. Le juge me donne des leçons de droit. Et à la fin, je trouve le juge, magistrat, je vous dépose, vous plaidez devant moi. Je ne peux pas monter dans votre voiture, Maître Février. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Mais n'oubliez pas d'apporter le livre, 5e tome, pour la prochaine audience. C'est ainsi, c'est dans ce système que j'ai grandi. Et Stanley Gaston a aussi fait ses premières preuves avec un grand homme au cabinet Dantès Colimon. Ce juge qui était pour moi, ce bâtonnier qui était pour moi un modèle. Si Stanley Gaston persiste et pour les 2 prochaines années demeure sur les traces de Dantès Colimon, eh bien il sera un grand bâtonnier. Il ne faut pas critiquer seulement. Et il ne faut pas non plus présenter des excuses comme les juges de la cour d'appel l'ont demandé. Il faut tout simplement voir les juges et leur dire que Maître Février a présenté des excuses pour le barreau, pour les avocats. Effectivement, j'ai omis de... Ça aurait été trop facile, diraient certains. Ça va être facile. Nous allons mettre un terme à l'émission. Voyons maintenant pour la réforme amorcée des codes pénals et de procédure pénale. Vous dites que ce sont encore de... C'est très mauvais de la part de nos parlementaires qui sont à pied d'œuvre sur les textes maintenant. On ne parle pas de pendaison dans la maison du pendu et de la corde que... Dans la maison du pendu, ouais. Oui, et c'est l'instrument juridico-idéologique de l'occupation. L'occupation persiste. Non, mais on a vu plusieurs secteurs applaudir le fait par Haïti de modifier ces codes pour pouvoir les adapter à la réalité nouvelle. Le problème, vous êtes journaliste comme moi, Georges Alain, et ceux qui ont étudié la communication savent très bien que le message d'un messager dépend aussi du messager lui-même. Écoutez bien, on l'a écrit et nous l'avons pratiqué. Qui a préparé ce code? Ce sont des gens qui veulent uniquement changer, modifier la structure idéologique de notre droit interne et rendre ce droit plus accessible pour la domination internationale. Le système juridique haïtien... Vous avez des références? Des références dans le texte. Dans le texte, on va légiférer sur la criminalité, sur l'humanité, crime contre l'humanité. Qu'est-ce que vous avez à faire, Haïti, avec crime contre l'humanité? On vous dit que Duvalier a commis des crimes contre l'humanité, mais eux n'ont pas commis des crimes contre l'humanité lorsqu'ils ont assassiné l'empereur. C'est cette frange de notre société qui veut qu'aujourd'hui on fasse le procès de Duvalier. Quand est-ce qu'on va faire le procès des assassins de Jean-Jacques Dessalines? Quand est-ce qu'on va faire le procès de ceux qui avaient détruit, incendié le palais national avec Lecomte? Quand est-ce qu'on va faire ces procès? Les procès de ceux qui avaient signé une pétition pour demander à l'occupation de venir, et quand les marines allaient partir, pour dire s'il vous plaît de grâce, ne partez pas maintenant, restez, le pays sera dans le chaos. Ces gens-là, ce sont les mêmes qui demandent de nouveaux codes. Donc, à cause de la présence de ces gens dans le travail de ce code, j'ai peur moi-même comme avocat. Est-ce que vous participez au débat sur cette réforme? Mais non, on n'invite pas des gens comme des dessaliniens et des gens qui croient dans le dualisme haïtien à ces infractions manipulées. Mais on voit des grands noms dans le droit. Maître Jean Vandal, par exemple. Non, à part Jean Vandal, de la commission à part Jean Vandal comme un avocat d'expérience, qui faisait partie du travail qu'on a soumis à Jean Vandal, et dans une situation de vulnérabilité après avoir incendié son propre cabinet. Qui, encore? Ce sont des jeunes placés qui ne savent même pas quelle est la différence entre le monisme et le dualisme et quelles sont les conséquences à long terme de l'implication d'un dualisme, de la collusion d'un monisme avec un dualisme. Les gens vous disent, écoutez bien, dès lors qu'il y a un traité, une convention, un accord international, ça prime sur le droit national. Faux.
Faux. Israël dit non. La Russie, la France à un certain moment avec De Gaulle. Et les Américains disent non. Notre droit d'abord. Notre constitution et le droit interne d'abord. Après, pour signer un accord, nous allons voir, avant de signer cet accord, quel qu'il soit, est-ce que cet accord est conforme à notre législation interne? Le contrôle de la constitutionnalité. Le contrôle de constitutionnalité se fait a priori. Et lorsque nous voyons que c'est prévu par notre constitution, que c'est possible, nous signons cet accord et cet accord doit être transposé par un acte du Parlement par la suite et sera publié en anglais ou en français et en espagnol dans notre moniteur. Et en ce moment-là, ça devient une loi comme les autres lois, mais pas une loi supérieure. Donc c'est un travail à jeter dans les poubelles, non, selon Maître je ne Fédéry. dis pas. Il faut que le Parlement, qui est saisi du dossier, choisisse une commission d'experts où travailleront des gens qui n'étaient pas payés depuis quelque temps par l'international et une partie du gouvernement pour nous donner ce travail dans lequel on veut tout simplement accepter que Haïti devienne le pays qui légifère sur le crime contre l'humanité. Quels sont les plus grands crimes contre l'humanité qui aient jamais été commis? Ils ont été commis en Haïti. C'était la colonisation espagnole, c'était la colonisation française et l'esclavagisme français, et puis l'occupation américaine. Est-ce que vous avez une loi? Les Français, avant de dire que la criminalité, avant de légiférer sur le caractère juridique, légal, comme infraction de crimes contre l'humanité et même de l'esclavage, ils ont pris une loi en Haïti et en France pour dire que crime contre l'humanité commence à partir de la date de la publication de cette loi. Vous voyez? Quelles précautions vous avez prises? Pour dire à quand le procès pour crime contre l'humanité des Espagnols qui ont massacré en moins de 10 ans 3,5 millions des premiers Haïtiens. La loi n'est pas rétroactive. Mais non, justement, c'est ce que vous dites. Mais non, la crime contre l'humanité, le crime contre l'humanité rétroagit et n'est pas cessible. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de fin, on ne peut pas parler d'une période de fin. De prescription. Merci pour le mot. On peut parler de prescription. Le crime contre l'humanité est imprescriptible. Et crime contre l'humanité aussi, peut-être, pas pour les Français, sans une loi, vous n'avez pas cette loi. Donc je dis, il y avait le génocide, le plus grand, le plus criminel des génocides de toute l'histoire a eu lieu chez nous. 3,5 millions d'Haïtiens assassinés, disparus en moins de 10 ans, les Espagnols. Les Français, combien de millions d'Haïtiens pour la traite et pour la colonisation? À quand ce procès? Est-ce qu'on a demandé réparation? Et l'occupation américaine? Est-ce qu'on a parlé de Chabert? On arrêtait les gens au Caille. On les arrêtait à Jérémie, à Léogane, Port-au-Prince. Par train, on les emmenait à Trou-du-Nord, à Gobert. Près de 5000 Haïtiens sont entrés à Gobert. Aucun, pas même un seul survivant. Un seul n'est jamais sorti vivant. Est-ce qu'on a demandé que ce crime soit puni? Donc, écoutez bien, il y a un tas de choses. Moi, je dis que ce code, et à M. Sénatus qui me regarde peut-être et qui m'écoute, ou bien à ceux qui me voient pour dire à Sénatus, écoutez, il faut voir le sénateur Yuri Latortue. D'ailleurs, je salue le sénateur Yuri Latortue avant le président de la République comme étant le porte-parole de cette lutte contre la corruption en attaquant des dossiers sensibles comme celui de Petro-Caribé et dont les ambitions politiques sont notées, appréciées par le secteur sain et les couches saines de la République. Donc, le sénateur Yuri Latortue, qui a commencé ce combat, qui est secondé maintenant par le sénateur Beauplan, j'espère que très bientôt, il va y avoir le rapport Latortue-Beauplan, je dis bien, et on doit prendre note, le rapport Latortue-Beauplan. Il n'y aura pas un rapport Latortue ou un rapport Beauplan, il y aura le rapport Latortue-Beauplan sur la corruption au sein de l'administration publique haïtienne dans les années passées, notamment sur les dossiers Petro-Caribé et autres. Mais même le sénateur Latortue s'est rendu compte, avec le sénateur Zokiki, Sénatus, qu'il faut faire quelque chose avec ces codes qu'on nous a présentés pour que ces codes ne deviennent pas des cordes à nous pendre dans les prochaines années. Il faut une commission spéciale pour étudier ces deux codes.
Et puis pour la justice, que le ministre de la Justice s'arme de courage, que le Premier ministre, le Président de la République prennent les décisions d'État qu'il faut, car il y a des domaines dans lesquels la grève ne peut pas être permise. La grève n'est pas un acte mécanique, c'est un processus et la grève c'est un acte gradué. Ça veut dire c'est la 3e étape. Après les négociations, après les échecs, on peut annoncer une grève. Et il y a même un type de grève qui s'appelle la grève perlée. L'ouvrier se présente à son travail et puis il ne fait absolument rien. On ne peut pas laisser que les choses aillent comme elles vont aujourd'hui dans le pays. Il faut arrêter l'hémorragie. Et il faut une opération chirurgicale de grande envergure pour que la justice devienne la justice au service de tous et que l'on rende justice à la justice. Merci, Maître Févry. C'est à moi de vous remercier, Georges Alain, et encore salutations aux téléspectateurs de Métropole et à tous les auditeurs. Et les excuses, j'espère qu'elles seront retenues par les magistrats de la Cour d'appel. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, c'était Maître Osner Févry. Restez branchés pour la suite de la programmation. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.